Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. J'ai essayé de lire beaucoup de choses différentes ce mois-ci. Aussi de sortir un petit peu de ma zone de confort puisque j'ai commencé un peu à lire des contemporains. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, un des premiers ouvrages que j'ai à vous présenter, c'est No et moi de Delphine de Vigan. Dans No et moi, on va suivre deux jeunes filles. On va d'abord suivre No, donc diminutif de Nolwenn, qui est une jeune fille qui vit dans la rue, qui est donc sans domicile fixe et qui doit avoir 17-18 ans. Donc la vie est assez dure pour elle et en fait elle va rencontrer par hasard une seconde jeune fille. On suit d'ailleurs le point de vue de cette seconde jeune fille, où je me souviens plus de son prénom, qui est précoce, qui est donc au lycée alors qu'elle doit avoir 13 ans. Qui est évidemment très très douée, mais qui ne sent pas forcément à sa place au lycée et qui a beaucoup de mal à se faire des amis. Et en fait, ces deux jeunes filles vont se rencontrer, s'apprivoiser, discuter ensemble et va naître une belle histoire d'amitié. Donc en fait, No et moi, c'est une lecture que j'ai appréciée, mais pas autant que j'aurais espéré. En fait, j'aime beaucoup la plume de Delphine de Vigan, encore une fois. Sa plume est vraiment magnifique. En fait, elle a une manière de s'exprimer qui est à la fois très juste et aussi très orale. C'est pas... je veux dire, c'est très accessible, mais en même temps, chaque mot est bien choisi et personnellement, elle arrive à me toucher avec chacune de ses phrases. Donc vraiment, la construction et l'écriture, j'ai vraiment rien à dire. Après, j'étais un petit peu déçue dans le sens où j'avais tellement adoré Rien ne s'oppose à la nuit et un peu moins d'après une histoire vraie. Pour moi, on est plus dans la petite déception comme d'après une histoire vraie. Alors, tout simplement parce que à la fois j'ai trouvé que le thème d'une jeune fille qui est donc sans domicile fixe était extrêmement intéressant. Personnellement, ça m'a beaucoup enrichi. C'est un thème que je connais pas très bien. Donc des femmes jeunes qui sont à la rue, qui font tout ce qu'elles peuvent pour survivre au jour le jour. C'est vraiment une vie qui est très très difficile, hein, qu'on soit une femme ou un homme, ou jeune ou vieux, mais je veux dire, voilà. Son histoire m'a pas mal touchée, mais j'ai vraiment eu du mal, peut-être parce qu'on est du point de vue de l'autre jeune fille qui est précoce et non pas de No. Peut-être que j'aurais aimé avoir le point de vue de No, puisque au final, j'ai pas toujours bien compris ses décisions. En fait, j'ai pas compris pourquoi No faisait telle ou telle chose et qu'entre guillemets elle saccageait un petit peu son destin. Elle prenait des décisions qui n'étaient pas bonnes pour elle, elle le savait elle-même mais elle les prenait quand même. Donc voilà, pour moi j'ai eu du mal à la suivre en fait. Et ça a fait que c'était pas un coup de cœur, c'était une belle lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur à cause du personnage de No, où j'ai eu vraiment du mal à m'identifier par rapport à sa personnalité et à ses changements d'attitude et d'humeur. Voilà. Donc belle lecture, mais un petit peu déçue quand même. En tout cas, j'ai pas retrouvé la même force que Rien ne se pose à la nuit. Ensuite, un deuxième contemporain, j'ai lu Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, que j'ai ici aux éditions Le Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'ai fini hier, donc c'est encore tout frais. En fait, on va suivre, comme il s'appelle Ferdinand, on va suivre Ferdinand qui a 83 ans, qui n'aime pas qu'on l'embête, hein, qui vit dans son appartement tout seul depuis le divorce avec sa femme. Il est tranquille avec son chien, il veut pas qu'on l'appelle, il veut pas qu'on sonne chez lui. Il est assez acariâtre, il essaye de rendre la vie de ses voisines assez impossible et c'est d'ailleurs très très drôle. Et en fait, tout va changer pour lui le jour où une petite fille va sonner à sa porte. Et ça va un petit peu tout changer dans sa vie. Mémé dans les orties, c'est un roman qui est beaucoup donné dans ces romans feel good, doudou. Et je suis assez d'accord. C'est un roman feel good qui m'a mis du baume au cœur, que j'ai trouvé vraiment adorable. Il y avait vraiment ce point de vue personnagé qui, je trouve, est pas souvent abordé dans des romans, en tout cas pas dans les romans que je lis. Donc évidemment, ça m'a touchée. Forcément, on pense à nos propres grands-parents. Voilà, c'était une jolie histoire. J'ai beaucoup aimé l'amitié qui se développait entre lui et la petite fille. Ces histoires de famille. Il a un humour assez noir et donc c'est très très drôle quand il complote contre les voisines. Vraiment, moi ça m'a fait rire. J'ai passé un très bon moment. Après, pour être honnête, je suis pas sûre que dans 2 mois je me souviendrai encore de l'histoire. Je pense que c'est un petit roman qu'on va appeler d'été.
voilà, un roman de plage. C'est pas forcément un gros mot, hein. C'est un roman agréable à lire, mais qui ne va ni changer ma vie, ni changer ma perception des choses. Voilà. Mais c'est une belle petite lecture et honnêtement, vu les magnifiques temps qu'on a en ce moment, j'ai lu ça au parc et c'était la lecture parfaite pour ce moment-là. Donc je vous le conseille si vous cherchez une petite lecture légère. Ensuite, j'ai enfin lu La relique de Mapale. Voilà, je suis assez contente. J'ai donc lu L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Pour être honnête, celui-là, il a failli être revendu peut-être 3 ou 4 fois. Et je me suis dit non, garde-le, ça a l'air quand même bien. Et en fait, c'est grâce à Maude de la chaîne Délivre une fille que je l'ai lu, puisque j'ai vu qu'elle avait fait une super review. Et lorsque j'ai vu également que Justine Schell le lisait en fait sur Instagram, je me suis dit ok, c'est le moment. Tu le prends, tu le sors, tu l'ouvres et tu le lis. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu avant. En fait, c'était une belle claque de fantaisie, quoi. Alors, que je vous explique un petit peu l'histoire. En fait, dans L'héritage des rois passeurs, on va suivre à la base 2 jeunes filles, un petit peu en parallèle. Une jeune fille qui est devenue chasseuse de dragons et qui habite donc sur Ombre. Et en fait, en Ombre, on a... c'est un monde voilà, un petit peu fantastique, ça ressemble à notre monde, mais il y a des dragons, il y a de la magie. Voilà, c'est un monde très, très intéressant, un peu à la Game of Thrones. Et on va également suivre de l'autre côté, sur Rive, une jeune fille. Donc Rive, c'est vraiment le monde dont on vit tous les jours. Et en fait, sur Rive, il va se passer quelque chose, c'est que toute la famille de cette pauvre jeune fille va être assassinée devant ses yeux et elle va réussir à en réchapper. Et en fait, pour s'échapper, elle va devoir passer dans le monde d'Ombre. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans un roman fantastique adulte. Donc je crois, c'est pas la première fois que j'en lisais un, mais une des premières fois. En tout cas, c'était super. La plume de Manon Fargeton, vraiment génial. Il y a pas, il y a des détails. L'univers est vraiment riche, mais on n'est pas dans de la fantaisie qui personnellement pour moi est trop lourde, ou qui est pour moi très peu accessible, parce que j'ai vraiment du mal avec la fantaisie adulte lorsqu'il y a trop de descriptions. Ici il y a vraiment de l'action, les personnages sont hyper attachants, on se retrouvait dans différents personnages et chaque personnage secondaire est vraiment intéressant et creusé. J'ai adoré cette histoire. Je l'ai trouvée hyper bien construite. En plus, c'est un roman où les personnages féminins sont très forts, très bien développés. Il n'y a pas que, comme souvent dans d'autres livres que je ne citerai pas, où les femmes sont uniquement soit des prêtresses, soit des prostituées. Ici, pas du tout. Les femmes, elles peuvent être souverains. Elles ont un pouvoir qui est vraiment incontesté. Elles peuvent influer sur ce monde-là. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que je lirai le roman compagnon qui est Les illusions de Saveloar, quelque chose comme ça. De Saveloar, c'est sûr. Je vais vous le mettre juste en bas là. Le roman compagnon, je pense que je vais le lire. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des romans francophones écrits par des femmes qui sont d'une telle richesse et qui rendent la fantaisie accessible. Donc Manon Fargeton, je vais continuer avec toi. Un autre contemporain que j'ai fini il n'y a pas longtemps non plus, qui est Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva. Donc j'entendais beaucoup parler de Jean-Claude Mourleva. C'est pas le premier que j'ai dans ma palle, mais c'est le premier que je lis et j'ai vraiment adoré. Alors contrairement à No et moi, Mémé dans les orties, c'était des contemporains que j'ai aimés mais qui vont pas me laisser un souvenir impérissable. Celui-ci m'a beaucoup touchée. Pourtant, il n'y a pas de thème vraiment hyper fort, hein. On est sur une réunion entre des amis, 40 ans plus tard, ils ont tous la soixantaine, ils sont tous mariés avec des petits-enfants et ils ont décidé de venir seuls sur une île pour se remémorer leur adolescence, tous les souvenirs qu'ils ont en commun. Ils vont faire du vélo, faire des repas, voilà. Comme ça, rien d'extraordinaire, mais alors celui-là, là on est sur du roman doudou, mais qui en plus de ça m'a touchée en profondeur. Je pense que je vais m'en souvenir longtemps de ce livre. Voilà, on parle des premiers émois amoureux, des premières amitiés,
des amitiés qui se défont au final avec le temps et certaines qui restent. Et j'ai vraiment aimé, voilà, c'est difficile de dire plus, ça m'a touchée. Et la plume de Jean-Claude Mourleva est absolument splendide. Je vais continuer d'en lire de cet auteur. En tout cas, si vous avez l'occasion de le trouver, n'hésitez pas. Et c'était aux éditions Fleuve Noir. Ensuite, j'ai lu Sauveur et Fils saison 3, donc le tome 3. Je ne vais pas vous rebassiner avec Sauveur et Fils parce que je pense que c'est la 4e ou 5e vidéo que je parle de Sauveur et Fils. Encore une fois, on parle de Sauveur, un psychologue et on va le suivre dans ses consultations, mais également sa vie personnelle, voilà, très brièvement. J'ai adoré, comme le tome 1, comme le tome 2. Vraiment, le tome 3, j'ai trouvé qu'il était encore plus abouti dans la psychologie des personnages, qu'on voyait enfin, pas le bout, mais on va dire que les choses se mettaient en place dans la vie personnelle de Sauveur. J'ai vraiment adoré. Pour être honnête, j'ai un peu peur de lire le tome 4. Je sais que je ne serai pas déçue, mais après, je sais que c'est fini. Donc voilà, cette petite appréhension de finir une saga qu'on aime et qui nous touche. En tout cas, vraiment, ce livre, je le conseille vraiment, je pense, à partir de 15 ans, parce qu'il y a quand même des thèmes assez durs. Donc avant 15 ans, je ne suis pas sûre, mais de 15-16 ans et même en tant qu'adulte, hein, c'est vraiment... Pour moi, là, on n'est pas dans du roman jeunesse. Marion Muraille, elle fait un travail formidable entre les différentes lectures. Il y a différentes couches et il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Voilà, lisez Sauveur et Fils, ça donne une autre vision sur énormément de thèmes de société, que ce soit les familles recomposées, la transsexualité, le harcèlement à l'école, se sentir différent. Il y a vraiment énormément de thèmes et c'est un très beau coup de cœur, comme à chaque fois avec Sauveur et Fils. Un autre contemporain, alors vous voyez, quand il commence à faire beau, j'aime bien lire des contemporains. J'ai lu Tortue à l'infini de John Green, donc ici on est sur un young adult, que j'ai aux éditions Gallimard. Je pense que c'est Gallimard Jeunesse, mais je suis pas sûre. Alors, Tortue à l'infini, j'en ai entendu énormément de coups de cœur sur Booktube, que ça soit chez les anglo-saxons que chez les francophones. Je suis restée un peu imperméable. Alors, en fait, dans Tortue à l'infini, on va suivre Asa, qui a 16 ans et qui souffre d'anxiété, mais assez forte, hein. Elle a énormément de troubles obsessionnels compulsifs. Et en fait, par sa voix, apparemment, John Green a essayé de passer lui-même son message, puisqu'il souffre des mêmes problèmes qu'Asa. Alors, pour tout ce qui était psychologie du personnage, j'ai trouvé ça absolument génial. C'était la première fois que je lisais un roman qui parle de l'anxiété, une anxiété très profonde, hein, qui empêche de faire des choses, des tocs. C'était vraiment passionnant à ce niveau-là. J'ai appris beaucoup. Ça m'a... Même sur moi, j'ai eu à un moment ce côté anxiogène, puisqu'on est dans la tête d'Asa et au final, à des moments, elle est tellement mal, on est mal avec elle en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu, parce que j'ai eu l'impression de découvrir plus de la psychologie du personnage, et ça m'a énormément plu. Après, hormis cet aspect-là, voilà, donc hormis cet aspect psychologique que j'ai trouvé extrêmement intéressant, l'histoire en elle-même, pour moi, ça l'a pas trop fait. Tout simplement parce que apparemment on veut parler d'une petite enquête policière, puisque le parent d'un des anciens amis d'Asa a disparu, millionnaire, qu'il est introuvable. Apparemment il y a eu des histoires de blanchiment d'argent, je sais pas quoi, et donc il a disparu avant d'être récupéré par la police. Et donc il y a une rançon, enfin pas une rançon, voilà, il y a moyen de récupérer de l'argent contre toute information. Et du coup, Asa et sa meilleure amie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai trouvé très drôle, vont se mettre à la recherche du père disparu et de tout indice. En fait, j'ai trouvé que cette histoire-là, c'était vraiment un prétexte pour parler de l'anxiété, donc ça, c'était bien, mais également pour parler de premier émoi adolescent, et première histoire d'amour, ce genre de choses. Et alors là, bon, bah, ça m'a moins touchée. Alors comme vous le savez peut-être, je n'aime pas trop la romance, c'est pas du tout mon truc. Et ici, je trouve qu'il y avait trop de...
En fait, on est trop sur comment gérer les premiers émois adolescents et le premier amour avec l'anxiété. Alors que moi, j'aurais préféré, on va dire, l'anxiété, voilà, et les petites histoires d'amour moins prédominantes. Je suis assez mitigée sur ce roman, c'était pas une mauvaise lecture, honnêtement, j'ai passé un très bon moment, mais encore une fois, je pense pas que ça va me laisser un souvenir incroyable en tête. Je pense que c'est important, je suis contente de l'avoir lu, ne serait-ce pour le côté justement psychologie, encore une fois, d'Asa, mais l'histoire en elle-même, j'ai pas été plus conquise que ça. Ensuite, j'ai lu Mathilda de Roald Dahl. Mathilda, quel bonheur, j'avais vu le film quand j'étais enfant et j'avais jamais lu le livre et du coup j'ai vu cette très très belle édition. Voilà, ils ont refait toutes les éditions de Mathilda, donc c'est illustré par Quentin Blake, c'est très joli, très mignon, je l'avais trouvé d'occasion et je me suis dit tiens je vais lire Mathilda et j'ai vraiment énormément aimé, j'ai adoré l'écriture qui est extrêmement recherchée, hein. C'est pas quelque chose que je me souvenais quand j'étais enfant. Mais en fait, c'est de la littérature jeunesse vraiment recherchée, très bien écrite, même si c'est une traduction. Donc pour ça, vraiment, je continuerai à lire du Roald Dahl. Et l'histoire est forcément très touchante. Je pense que si vous regardez ces vidéos, vous êtes également amoureux des livres. Et comment ne pas aimer Mathilda lorsqu'on est amoureux des livres? On est sur une petite fille qui a, je sais pas, entre 4 et 6 ans au début, qui dévore des livres, qui est très précoce, qui apprend à lire seule. Ses parents ont un peu rien à faire d'elle, voire ils en ont vraiment rien à faire. Elle s'éduque toute seule et puis ensuite elle va aller à l'école où il y a cette directrice qui est absolument horrible. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un tout petit livre. J'imagine que vous avez tous vu le film. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai intérêt par rapport au film. Je m'en souviens pas très bien, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai eu, on va dire, plus de mal avec l'attitude de ses parents, que j'ai trouvé forcément horrible, hein. Et si vous avez lu la fin, vous comprendrez. Moi, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas raconter la fin, mais j'ai trouvé que les parents étaient extrêmement diabolisés et qu'il n'y avait pas vraiment de gris, quoi. C'était vraiment blanc ou noir. Et pour ça, j'ai trouvé que c'était pas forcément le message le plus approprié à délivrer à des enfants. Après, c'est juste mon point de vue personnel. J'ai adoré cette histoire. Je pense que c'est une lecture qui doit être, on va dire, accompagnée des explications de l'adulte lorsqu'elle est lue avec des enfants. Voilà. L'adulte doit être là et l'accompagner dans l'explication. Parce que sinon, je pense qu'il pourrait y avoir des risques d'incompréhension et de ce rôle des parents qui paraît complètement dingue dans ce bouquin. J'ai vraiment aimé Roald Dahl, petite pépite. Ensuite, j'ai lu La Voix des oracles d'Estelle Faye, le tome 1 qui s'appelle Tia aux éditions Scrinéo. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la beauté de la couverture? Vraiment splendide, le verso est splendide. Donc en fait, dans ce livre, on est en Gaule au 5e siècle. On est dans la Gaule antique. La religion polythéiste n'est plus du tout la bienvenue. Maintenant, le christianisme est là. Et donc, il y a une espèce de chasse aux sorcières où toutes les personnes qui auraient des dons, par exemple des dons de voir l'avenir, ou qui seraient proches de Dieu, des dieux donc de la Gaule et de la Rome, ou même des dieux celtes, voilà, ces personnes vont être pourchassées puisqu'elles ne sont pas en accord avec la religion du christianisme et qu'elles leur font peur et qu'elles vont donc être pourchassées. Ici, on va suivre Tia qui est une oracle en fait et qui a été cachée par son père qui est un très grand légionnaire romain, je pense, qui a été caché par lui longtemps en Gaule. Malheureusement, son père va subir une tentative d'assassinat par son propre fils, donc le frère de Tia. Je vous spoil pas, c'est vraiment le début du livre. Et Tia va décider de s'enfuir. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai vraiment énormément aimé ce roman. Ici, on est dans de la fantaisie. Et comme Manon Fargeton, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai préféré Manon Fargeton, mais celui-ci, j'ai trouvé que la plume d'Estelle Faye, encore une fois, était très juste, très belle. L'univers est très bien construit et pas trop riche en détails. Voilà, parce que quand il y a trop de détails et que c'est trop lourd, enfin par exemple du Tolkien, pour moi, je n'y arrive pas du tout.
Ici, on est sur de la fantasy accessible, très agréable. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tia que j'ai trouvé très forte, jeune effrontée, mais vraiment très intéressante. Et surtout le personnage d'Enoch, qui est une des personnes qu'elle va rencontrer sur la route, qui est un maquilleur. Et donc son métier, c'est de maquiller effectivement les femmes riches de la ville. Alors déjà, j'ai adoré le fait qu'il y ait un personnage masculin qui soit maquilleur. Je trouvais que ça donnait beaucoup de diversité, pas forcément de genre du coup, mais aussi de profession, et de voir que voilà, il y avait de la diversité. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais être honnête, j'ai vu des critiques qui n'étaient pas très bonnes sur le tome 2 et le tome 3. Je pense pas poursuivre cette saga, tout simplement parce qu'à la fin du tome 1, j'étais contente de la fin. La fin m'a convenue et j'ai pas envie de poursuivre et d'être déçue. Donc voilà, faites-vous votre propre opinion. En tout cas, le tome 1 était très bon, vraiment je vous le conseille. Et pour moi, il y a une fin à la fin du tome 1, donc c'est pas un drame de s'arrêter là. Voilà, je vais rester sur un bon souvenir avec donc Tia de La Voix des Oracles. Et enfin, je crois que j'ai rarement autant parlé pour un update lecture, j'ai lu Lady Hélène, le club des mauvais jours d'Alison Goodman, que j'ai ici aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une sacrée bricasse. Donc, pour Lady Hélène, je l'ai lu en lecture commune avec des copines que je me suis faites grâce au groupe de lecture. Donc déjà les filles, je vous fais de gros bisous et merci de m'avoir accompagnée dans cette lecture qui a honnêtement été laborieuse puisque j'étais très en retard par rapport aux autres. C'était pas la bonne semaine pour lire, j'étais en training à l'étranger, donc ça a été très compliqué pour moi de lire le soir. Pourtant, Lady Hélène, waouh, vraiment, mais j'ai adoré, vraiment adoré. Je crois que c'est le coup de cœur de cette update lecture, je l'ai gardé pour la fin du coup. Alors ce livre pour moi, c'est pas du tout de la jeunesse. Encore une fois, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du young adult où le personnage principal effectivement est jeune et young adult où la cible, le lectorat, est jeune. Ici pour moi, c'est pas un roman qui s'adresse du tout à des ados ou des pré-ados. Pour moi, ça se lit à partir de, on va dire, 16-17 ans, vraiment du jeune adulte, mais tardif. Voilà. Il y a des thèmes qui sont durs, il y a des choses qui, je pense, ne doivent pas être lues par des pré-ados. En fait, dans Lady Hélène, on va suivre donc Hélène, qui est une jeune femme qui doit rentrer dans la haute société londonienne, les bals, se chercher un mari, ce genre de choses qui était important à l'époque. Elle vit donc chez sa tante et son oncle, puisque ses parents sont malheureusement décédés lors d'un naufrage, je crois. Et en fait, au fur et à mesure du roman, il va y avoir des éléments fantastiques qui vont commencer à arriver. Ça prend son temps. C'est une lecture qui est... C'est pas un page-turner. Pourtant, on est happé par l'action et par la psychologie d'Hélène, qui est une femme très forte, qui a ses propres convictions, qui fait ses choix, qui n'est pas traumatisée par les aspects fantastiques, mais qui réfléchit de façon rationnelle, qui est très instruite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lady Hélène, et y compris le personnage de sa tante, que j'ai trouvé, encore une fois, très intelligente également, très maligne. Et pour moi, c'est un beau coup de cœur, quoi. L'écriture d'Alison Goodman est très très bien. Elle est fluide. Elle crée un univers qui est vraiment riche, notamment au niveau des aspects fantastiques. Donc, je ne veux rien vous révéler, mais vous allez voir qu'elle crée une espèce de mythologie qui est vraiment forte, très détaillée. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, qui est également un gros pavé comme ça. Donc je me le garde pour un peu plus tard. En tout cas, il est dans ma pile à lire là, si vous voyez. Je peux que vous conseiller vraiment Lady Hélène. J'ai adoré. Et encore une fois, merci aux filles pour la lecture commune. C'était un moment très très agréable. C'est donc tout pour ces lectures d'avril. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça aide pour la visibilité. Un petit commentaire. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que vous les avez dans votre palle? Est-ce qu'ils vous intéressent? Voilà, laissez-moi un petit commentaire qu'on puisse échanger. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous.